Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et bienvenue dans mon deuxième épisode sur la thématique des voyages hors du corps. Après ce premier épisode où je vous traitais de la véritable sortie hors du corps, celle où véritablement un autre corps se détache de la matière physique, de notre corps biologique, pour vivre une expérience totalement indépendante. Je vais traiter aujourd'hui donc du deuxième phénomène que l'on peut vivre, qui peut s'apparenter, qui peut être confondu avec cette expérience-là, et qui est souvent en fait celle qui est le plus vécue et que les gens confondent avec la première expérience quasi systématiquement. Mais comme je le répète, on ne peut pas bien faire la différence si on n'a pas vécu les deux. Alors cette technique-là, elle est extrêmement répandue parce que déjà, c'est une pratique de base chamanique. Et c'est quelque chose qui a été pratiqué depuis très longtemps sur tous les coins du globe et dans toutes les traditions, vraiment, il y a cette notion en fait que le chaman peut sortir de son enveloppe pour rentrer dans le monde des esprits. Ou alors même plutôt communiquer avec le monde des esprits, parce que quelquefois, bien sûr, le monde des esprits s'invite dans notre monde ou peut incorporer aussi une personne dans son propre corps physique. Et le chaman va pouvoir, lui, se déplacer, en fait, à sa guise dans le corps du patient, dans le monde réel, qui se superpose à celui des esprits, dans les autres plans, etc. Même aussi donc dans le monde, par exemple, des plantes, comme moi j'ai pu vivre cette expérience dans le chamanisme amazonien. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Contrairement à la première expérience qui faisait le sujet du premier épisode, dans celle-ci, en fait, la conscience, le corps, ce qu'on appelle le corps de lumière, ne quitte jamais le corps physique. Et c'est plutôt, en fait, sur le plan énergétique que ça se passe. Alors déjà, pour reposer quelques bases, vous avez donc un corps énergétique qui est, je rappelle, le lien entre ce corps de lumière qu'on pourrait appeler en quelque sorte votre âme, votre véritable corps en fait, celui qui était là avant et qui sera là après l'incarnation. Ce corps de lumière, il a besoin pour vivre cette expérience biologique de se connecter à ce corps physique par un lien. Et ce lien, c'est ce corps énergétique. Donc en fait, si vous voulez, le corps énergétique, il a une durée de vie provisoire, quoi. Celle de la vie. Quelquefois, apparemment, il peut aussi, on peut aussi récupérer une partie de ce bagage-là corporel dans les vies suivantes, ce qui ramènerait un matériau beaucoup plus présent au niveau de la réincarnation, mais ça c'est une autre question. En fait, on va partir du principe que ce corps, effectivement, que ce soit pour une ou plusieurs vies, il a de toute façon vocation à être dissous, parce qu'il ne sert que finalement d'interface. Alors imaginez maintenant en fait que vous arriviez à transférer en fait votre conscience et vos perceptions dans cette masse de corps énergétique et que vous puissiez en fait extirper une partie de cette masse énergétique, c'est-à-dire de la délocaliser pour la projeter dans diverses directions et que votre conscience puisse se situer dans cette partie qui est justement à l'extérieur du corps biologique. Mais en réalité, votre conscience, elle est toujours connectée à votre corps physique quand même. Puisque justement, quand on voit des chamans qui arrivent à pratiquer cette sortie du corps, ils sont toujours, par exemple, debout en train de faire du tambour ou de danser. Donc, dans une vraie sortie, ça serait impossible. Mais avec cette exportation des perceptions énergétiques à l'extérieur du corps, c'est tout à fait possible.
Par exemple, moi, il m'arrive d'utiliser ces techniques-là, par exemple, quand je fais un nettoyage de maison à distance. Disons que je vais, projeter, à l'aide de photos et d'un plan, par exemple, ou des photos satellites, je vais projeter, en fait, une partie de ma conscience énergétique dans la maison et même si je vais pas voir précisément, tout ce qui s'y passe, quoi, voilà, hein, je vais, percevoir, en fait, la réalité énergétique du lieu. Je veux dire, je vais sentir s'il y a une charge émotionnelle, devant, derrière, à droite, à gauche, s'il y a une présence, percevoir, en fait, quelquefois, la présence elle-même. Quelquefois, il peut y avoir des images qui me viennent. Mais bon, même si je reste dans la perception énergétique, ça me suffit pour travailler et à ce moment-là, par exemple, je vais, intercéder avec la mémoire du lieu pour comprendre quelque chose, par exemple. Voilà, donc ça me permet quand même, tout tout en étant en fait, assis à mon bureau avec, quelquefois même la personne en visio, où je lui commente en direct ce que je sens et même, quelquefois il peut m'arriver de prendre des notes. Mais en fait, dans ma perception, je peux être totalement, absorbé par ce que je fais dans la maison, sentir vraiment de manière très, très lointaine mon corps ou alors être, mettons, je sais pas, 50 projeté, 50 ici, dans mon corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut, se avec la pratique bien sûr, se jauger tout à fait quoi, voilà. Mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc par exemple, dans le chamanisme, cette, façon de faire, elle a été beaucoup utilisée du coup. Par exemple, c'est assez fou parce que d'ailleurs, quelquefois on parle, maintenant que j'y pense, de sortir hors du corps, mais on peut voyager aussi à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, lors d'un voyage, intérieur, d'un voyage chamanique, en fait, par exemple, dans les mondes chamaniques, les 3 mondes, vous savez, dans le chamanisme, il y a le monde en haut, le monde du milieu et le monde, inférieur, le monde d'en bas. Le monde d'en bas, par exemple, c'est plutôt le monde, intérieur, en fait, qui a accès vraiment comment dire? À nos mémoires et à beaucoup de choses, à l'intérieur de nous. Par exemple, quand on va chercher un allié, un animal totem, ça va être dans le monde, d'en bas qu'on va le trouver, par exemple. Le monde du milieu, c'est le monde dans lequel, on va vivre. C'est-à-dire que le chaman, quand moi je me projette dans une maison, par exemple, c'est dans le monde du milieu. Ou alors il y a le 3e plan, c'est le monde d'en haut. On retrouve toujours, c'est ce qu'on appelle la trinité, chamanique. Les 3 mondes chamaniques. Donc le monde d'en haut, ça va être, les plans supérieurs, des mondes vibratoires plus élevés, mais qui sont en fait aussi quelque part, qui peuvent être, comment dire? La projection, la version vibratoire d'une part de soi aussi quoi, par exemple. Donc quand on est par exemple, je reviens dans le monde intérieur, par exemple, quand moi je voyage dans mon monde intérieur où je vais, avoir plusieurs, éléments de décor, où je peux plonger, dans le tunnel et me retrouver par exemple, devant une forêt avec, d'autres zones, avec des falaises, avec, une cascade et cetera. Il y a tout un vaste monde comme ça, qui peut même partir quelquefois, il y a des passages dans les falaises pour arriver, pour descendre, aller dans des mondes encore plus bas, plus profonds et dans ces mondes-là, en fait, je vais, rencontrer tout un tas d'archétypes, de ressources qui sont en moi. Il m'est arrivé aussi d'aller, y chercher et débusquer des perturbations quelquefois et c'est ce que le chaman peut faire aussi quelquefois, se projeter à l'intérieur du monde du patient pour, rentrer en fait, comme s'il te plongeait dans son inconscient ou dans sa psyché quoi et voyager et là, chercher des parts de soi. Quand par exemple je fais, une séance de voyage intérieur où, je vais, comment dire? Exporter même si je suis à côté de la personne ou même si je le fais en visio, mais là c'est plutôt souvent quand c'est en présentiel, je vais, projeter une part de mon énergie en fait, dans le blocage de la personne et là en fait je vais ramener par exemple des informations, des matériaux pour aider la personne, soit faire bouger le blocage et faire en sorte qu'elle le perçoive elle-même. C'est souvent ce qui est le mieux ou quelquefois moi ramener des infos pour pouvoir, comment dire? Tirer le fil et continuer à accompagner la personne, pour qu'elle continue à faire son chemin. Donc voilà, on peut vraiment, plonger, comme ça, à sa guise, dans différentes choses hein, ou personnes. Par exemple, la différentes choses, ça pourrait être, une pierre. Dans le podcast suivant, je vais vous partager une expérience que j'ai fait en voyageant dans des pierres.
Donc le monde minéral, c'est quelque chose qui peut complètement s'explorer aussi, comme tout ce qui a un support en fait. Cette technique-là, en fait, à partir du moment où on a un support, que ça soit une pierre, une plante, ou par exemple aussi, j'ai fait pas mal d'expériences dans des sites énergétiques, l'énergie d'un lieu, avec ces phénomènes cosmotelluriques ou les mémoires des choses qui ont été déposées, qui ont été vécues. Bon, bien sûr, on va passer les lieux qui sont un petit peu pollués par tous les groupes ou toutes les personnes actuelles, les groupes New Age et tout ça, mais le top, c'est de trouver certains lieux qui sont encore assez propres. Ou alors de les nettoyer avant et de retrouver vraiment la vibration originelle. C'est possible aussi. Mais ce lieu peut aussi nous faire vivre des expériences, c'est-à-dire en plongeant en fait dans cette énergie du lieu, euh, il va nous renvoyer quelquefois quelque chose qui s'est produit dans le lieu, ou alors, et c'est ça qui est intéressant, ça va interagir avec notre propre énergie et ça peut susciter quelque chose qui nous concerne. C'est-à-dire qu'il peut mettre en résonance certaines mémoires, certains vécus, et c'est grâce à ça que certains lieux peuvent, par exemple, nous aider à travailler certaines choses. Donc, cela veut dire que même si un lieu est ancien, qu'il a été conçu dans une autre, comment dire, un autre mode de pensée, hein, puisque pour être très différent de ce que l'être humain est aujourd'hui, ben, en fait, ils peuvent toujours être utiles. Ils peuvent toujours comporter des énergies qui vont résonner avec les nôtres, qui vont révéler de certaines de nos mémoires, qui vont nous permettre de prendre conscience de certaines choses et quelquefois les transformer, les transcender en fait, voilà. Et c'est un très bon support pour faire une expérience de ce type-là. Je me souviens par exemple d'un lieu tellurique où une espèce de porte s'est carrément ouverte dans la pierre, en fait, révélant un escalier. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pu descendre. J'ai rencontré une espèce de peuple que j'appelais les gardiens des racines, comme si c'était des personnes qui étaient à la peau un peu noircie ou mate, en fait. Vraiment quelque chose comme s'ils avaient de la terre, un peu, je veux dire, sur le visage. Et en fait, il y avait une espèce de grand monolithe, quoi, en bas, et qui était, ouais, un peu comme un genre de menhir, en fait, en quelque sorte. Et c'était comme s'il vibrait avec vraiment une force palpitante, quoi. Et donc, ces personnes-là peuvent vous accompagner quelquefois pour voir certaines dissonances, certaines problématiques. Et grâce à cette énergie en fait de cette pierre-là, elle refait circuler l'énergie dans les racines. Enfin voilà, je vais pas vous faire tout le voyage en entier, mais vous voyez, ça peut vraiment. Enfin, je sais même pas d'où c'est sorti, quoi. C'est quelque chose qui s'est créé, voilà. Et donc, c'est assez intéressant ce genre d'expérience. Et chaque fois, ça va être des expériences assez différentes, quoi. Même si c'est sur un même lieu, mais elles ont toujours quand même une espèce de signature commune. Donc c'est vraiment le truc de commun, l'énergie du lieu, qui va s'adapter à nous selon ce qu'on traverse sur le moment, selon ce qu'on a besoin de voir, etc. Bon, il y aurait des dizaines d'autres exemples à partager. Mais par exemple, il y aurait aussi donc la possibilité, comme je le disais, de voyager à l'intérieur des plantes. Quand par exemple je pratiquais le chamanisme amazonien, les chamans expliquaient que chaque plante maîtresse, ce qu'ils appellent les plantes maîtresses, qui sont des plantes en fait enseignantes, qui consistent à être, comment dire, à acquérir des capacités de guérisseur par exemple, à être formé vraiment par la plante, par l'esprit de la plante. Donc le principe c'est de diéter la plante, c'est-à-dire que le chaman ouvre quelque chose dans notre énergie qui permet de créer un lien énergétique avec cette plante-là, et après, pendant plusieurs mois, on peut consommer la plante sous diverses formes, et en fait, elle se greffe un petit peu à notre énergie, et puis de temps en temps, le chaman va la recaler, la redresser, et puis à la fin d'un certain temps qui était déterminé au départ, il va refermer ce qu'on appelle la diète. Il va refermer cette cure de plante en quelque sorte, et la plante va se diffuser à nous et s'ouvrir en fait à nous. Et là, il va y avoir des expériences chamaniques avec une connexion. Et à ce moment-là, on peut vraiment
vivre le voyage dans un monde particulier qui est le monde intérieur de la plante. Mais à chaque fois que j'ai vécu ces expériences, j'étais connecté à mon corps en fait. Je pouvais même quelquefois me sentir pleinement dans la pièce et avoir des superpositions de la vision avec le monde réel en arrière-plan et le monde visionnaire par-dessus. Quelquefois, les visions étaient vraiment très très fortes et j'arrivais plus à voir la réalité, mais je pouvais sentir mon corps et toucher ce qu'il y avait autour de moi, par exemple. Donc c'est vraiment une sortie, euh, une sortie qui est partielle, comme par exemple même des fois aussi, en partant vers le haut, on peut sortir et rentrer en connexion avec un genre de cosmos et de l'univers. Alors c'est pas tout à fait comme je l'expliquais dans le premier épisode, le vrai voyage où vous expliquez que j'avais failli partir dans l'espace, etc. Où là, quand on ferait une véritable sortie avec le corps de lumière, on peut se trouver face à des nébuleuses, des choses comme ça. Ben là, en fait, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on a une espèce de connexion avec le cosmos où j'ai vécu ces états de dissolution en fait des frontières, comme si en fait mon énergie montait, traverser la couche un peu de l'inconscient collectif planétaire et il y a une espèce d'expansion comme ça où je ne sentais plus ma frontière en fait, une connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand quoi. Et c'est une expérience qui est vraiment, comment dire, assez forte aussi, assez troublante parce qu'on peut avoir l'impression de perdre une part de soi, de se dissoudre quand même. C'est assez déroutant, quoi. C'est quelque chose, la première fois que j'ai vécu un truc comme ça, où il a quand même fallu pouvoir revenir aussi quand même. Mais voilà, il y a cette espèce d'expansion d'énergie, de dissolution en fait des frontières, qui est une forme de transcendance. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est par exemple dans la psychologie transpersonnelle. Moi, j'aime bien l'approche de Stanislas Grof, ce psychiatre qui a utilisé vraiment un des pionniers hein, dans l'utilisation des psychédéliques, et puis de l'ayahuasca, et puis après de la respiration, du breath work et tout ça qui a vraiment travaillé tout ça et qui classe vraiment ses expériences dans la transcendance des frontières physiques, quoi, voilà. Donc c'est vraiment l'expansion énergétique, c'est un peu un genre de Graal en quelque sorte pour ce type d'expérience parce que à ce moment-là, on ressent quelque chose d'hyper fort, quoi. Voilà. Les chamans parlent beaucoup de cette connexion avec le grand tout, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin en fait de sortir totalement de son corps pour faire ça, mais juste d'exporter son énergie et d'apprendre à l'expanser finalement. C'est assez fort, j'avoue. Et à ce moment-là, on peut sentir aussi un grand moment, un grand espace de liberté et vraiment une espèce de je sais pas je sais pas le décrire. En fait, c'est difficile pour notre mental de ramener tout ça, quoi. En tout cas, c'est là qu'on peut toucher du doigt un peu cette, grandeur de l'être, quoi. Comprendre qu'on n'est pas que cet ego et on n'est pas que ce corps. C'est quand même assez fort ça aussi. Mais il faut pas non plus que ça soit une fuite. Il y a des personnes qui pourraient avoir envie de se retrouver tout le temps là-dedans. Mais au final, c'est bien de le vivre comme expérience. Mais il ne faut pas rechercher ça tout le temps parce que l'expérience à vivre, elle est quand même sur Terre. Et ces états-là, ce sont des états, lorsqu'on n'est pas incarné dans la matière, qu'on peut contacter plus facilement. Mais l'expérience, elle est ici, quoi. Il ne faut pas perdre de vue ça. Mais ça reste toujours en arrière-plan, cette expérience. Même si des fois, on est pris par le quotidien, on a tendance à l'oublier. Mais on peut, ce qui est bien, c'est que quand on a vécu cette expérience, même en étant dans le corps, on peut arriver à reconnecter ce sentiment-là. Et moi, des fois, je vais m'en servir pour prendre du recul, pour lâcher prise sur certaines situations, quoi. Voilà, par exemple. Mais faut pas le faire juste pour fuir. C'est, c'est vraiment plutôt se reconnecter à quelque chose de plus grand, quoi. Voilà. Mais pour parler encore de la diversité de ces expériences possibles, dans cette projection de la conscience sur du corps,
il y a aussi un phénomène beaucoup plus terre à terre et qui a été exploité par l'armée américaine. C'est ce qu'on appelle le remote viewing, la vision à distance. C'est quelque chose qui date de la guerre froide, en fait. L'armée américaine a contacté un artiste qui s'appelait Ingo Swann et qui disait avoir des capacités particulières, hein. Donc, en fait, à partir d'une simple étude sur ces possibles capacités possiblement exploitables par l'armée, donc cette personne prétendait pouvoir se projeter à distance et voir certaines choses qui existaient. Ben, en fait, il en a découlé un programme américain dans lequel le gouvernement a investi pendant 20 ans. Donc, s'ils ont investi pendant 20 ans, c'était pas pour rien, à mon avis. En fait, il y a quelques choses qui sont sorties, mais surtout ça a été déclassifié. Et à partir de là, plein de militaires qui avaient été formés à ces techniques-là ont vendu ça au grand public en quelque sorte. Voilà. Mais le principe a été effectivement de créer un protocole qui montre qu'effectivement, avec un entraînement strict, des militaires triés sur le volet ont pu apprendre à pratiquer cette méthode qui consiste en fait, par exemple, en donnant des coordonnées, à projeter la conscience, même si c'est à l'autre bout de la Terre, pour par exemple des fins d'espionnage. Et Ingo Swann, c'est d'ailleurs lui qui a réussi au début à apercevoir les premiers sous-marins nucléaires russes, où il a dessiné quelque chose qui ressemblait, quelque chose qu'il percevait après avoir visité en conscience projetée hors du corps les coordonnées satellites que lui ont donné les militaires. Ben, en fait, il a dessiné quelque chose qui ressemblait à un sous-marin. Et ce qui n'était pas pris au sérieux au début, parce que finalement, en fait, cet endroit ne se trouvait pas à côté de l'eau. Et en fait, il a dessiné un truc avec un sous-marin avec des traits en oblique sur la partie avant du sous-marin. Et comme si c'était des rampes de lancement, en fait, alors que ça n'existait pas à l'époque. Et ensuite, en continuant à les espionner par des moyens normaux physiques, je veux dire, ils sont aperçus que les Russes étaient en train de creuser un canal. Et en fait, ce canal donc allait relier cette base-là à la mer. Et il se trouve qu'effectivement, après est sorti au grand jour les fameux sous-marins, ce fameux sous-marin russe avec des rampes nucléaires quoi, sur l'avant. Et là, ça a été la révélation. En fait, il avait vu complètement la réalité, il avait vu juste. Donc à partir de là, ce programme a été pris au sérieux et ils ont formé pas mal de militaires en fait à cette technique-là d'espionnage. Il semblerait que les Russes aussi, si j'ai bien compris l'histoire, les Russes ont aussi travaillé sur les phénomènes parapsy, quoi, hein, au niveau, je veux dire, top secret dans l'armée. Et à partir de là, ils ont trouvé des parades, en fait, pour mettre en place des genres de boucliers psychiques, si vous voulez, pour pouvoir brouiller les pistes. C'est pour ça que peut-être que ces techniques-là, après, ont été délaissées. Mais elles auraient été utiles lors des recherches en fait en Afghanistan et en Irak, des guerres américaines. Voilà. Elles auraient réussi à débusquer en fait les chefs d'État de ces pays dans leur cachette. Mais c'est assez fort. J'ai moi-même suivi une petite formation et j'ai commencé à avoir quelques résultats. Donc c'est vrai qu'avec certaines coordonnées, en fait, on peut commencer à percevoir certaines choses, hein. Bon, d'abord, il faut capter d'abord une histoire de texture et puis de forme globale et puis tout un tas de choses aussi qui vont passer par le ressenti, les émotions, je veux dire, et tout ça. Et en fait, il va y avoir des informations qui vont corroborer et on commence à percevoir quelques trucs, mais en fait, bon, c'est un entraînement qui est assez drastique et j'ai franchement pas le temps de développer cette partie-là. Disons que pour ce que je fais, pour mon activité, j'ai pas besoin d'être aussi précis, quoi, voilà. Mais une fois qu'on maîtrise un petit peu, bien sûr, des états modifiés de conscience, ça peut faciliter les choses et puis ça peut contribuer à tout un tas d'expériences, quoi. Franchement, c'est quelque chose qui peut s'acquérir, je pense, par beaucoup de gens, mais ça se travaille, c'est comme tout. Donc, pour résumer, ce genre d'expérience, effectivement, comme je viens de le dire,
nécessitent des états de conscience modifiés dans les zones θ par exemple, dans les zones de relaxation assez profondes. On peut vraiment commencer à délocaliser, on va dire, notre conscience de la part physique et l'expanser. C'est ça qu'il faut commencer à faire en fait. Commencer à prendre conscience que notre limite ne se limite pas au corps physique. Et avec cette expansion de conscience, ensuite, on peut commencer à la diriger, à la projeter, en fait. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus facile lorsque on apprend un petit peu à s'induire la transe. Donc, moi, ça peut être de différentes façons, et différentes façons d'induire la transe. On n'est pas obligé de faire du tambour. Bon, quand on débute, c'est vrai que le tambour, ça aide bien. Et puis avoir aussi les fréquences binaurales. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les fréquences binaurales. Mais en fait, maintenant, j'arrive à lâcher le mental et à créer, en me concentrant sur le support, à plonger surtout, même sur les lieux énergétiques. Quand l'énergie est forte, ça aide bien. On n'a plus vraiment besoin, en fait, j'arrive à m'induire une transe spontanément. Donc, c'est quelque chose qui va souvent arriver de toute façon, quasiment tous les jours en séance. Je suis en état modifié pour percevoir de façon plus large en fait ce qu'il y a autour des personnes. Et pour conclure, je dirais que ces expériences-là sont quand même plus accessibles que la véritable sortie, comme je parlais dans le premier épisode. C'est vraiment quelque chose qui peut se travailler. J'avais donné quelques stages en fait pour apprendre à pratiquer ces techniques, mais c'est vrai qu'effectivement, ça nécessite une préparation et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je me suis rendu compte que c'était assez difficile et que le problème c'est toujours le même, hein, c'est d'arriver à lâcher le mental, la réflexion. Donc, si ça vous intéresse, commencez par travailler cet aspect-là, quoi, à mettre de côté vos pensées et observer ce qui se passe justement entre deux pensées, par exemple. Mais peut-être que ces stages reviendront un jour. En tout cas, c'est une belle méthode d'exploration de soi, de développement personnel ou d'exploration de la conscience au sens large du terme. Je te remercie de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.